Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo sur la chaîne YouTube Michel Biemton officiel, la chaîne YouTube du web journaliste camerounais en exil que je suis. Merci de vous abonner massivement à cette chaîne YouTube en cliquant simplement au niveau de s'abonner que vous voyez écrit en rouge, et après vous êtes abonné, vous cliquez simplement sur la note de cloche, sur la cloche pardon, de notification, de manière à ce que vous soyez le premier à recevoir chaque vidéo que je posterai sur cette chaîne. Alors, vous avez des informations confidentielles à partager avec nous, vous avez un appui quelconque à apporter pour le bon fonctionnement de cette chaîne YouTube. Le numéro de téléphone WhatsApp, je précise, se trouve au bas de ce petit écran. Il s'agit du plus 226 74 76 20 79. Je reprends, le plus 226 74 76 20 79. Et ce numéro de téléphone WhatsApp vaut aussi pour Signal. Signal, ça c'est pour ceux qui sont au Cameroun et qui aimeraient être en contact avec nous en toute sécurité. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vais mettre à nu le plan diabolique de l'élite pouvoiriste Betty inutile au pouvoir au Cameroun. Je vais mettre à nu leur plan qui consiste à confisquer le pouvoir par tous les moyens et à le reprendre par la force au cas où ils le perdraient. Oui, mesdames et messieurs, l'élite inutile Betty qui est au pouvoir au Cameroun depuis le 6 novembre 1982 envisage de confisquer l'appareil de l'État par tous les moyens possibles et de le reprendre et de reprendre le pouvoir au cas où cette élite-là le perdrait. Et si cette élite, au cas où elle perd le pouvoir et qu'elle est dans l'impossibilité de le reprendre par la force, elle optera pour la sécession de ce qu'elle appelle l'État Betty, l'État Ekambeti, ou alors pour un État fédéré Ekambeti. Mesdames et messieurs, je commencerai tout d'abord par dire que Amadou Ahidjo, le tout premier président de la République du Cameroun, ce monsieur, il a vraiment construit, il a bâti ce pays appelé le Cameroun. Vraiment, c'était au-delà du fait qu'il était un dictateur, etc. Mais reconnaissons que Amadou Ahidjo était un patriote au sens plein du terme, qui a vraiment donné au Cameroun ses lettres de noblesse. Mais malheureusement, les personnes auxquelles il a confié le pouvoir le 6 novembre 1982 ont détruit complètement ce pays, complètement cette république. L'ont ramené à peut-être 50 ou 60 ans en arrière, de par leur comportement, de par leurs agissements, de par leur ignorance de ce que c'est qu'une république qui se respecte, de par leur ignorance des valeurs qui sous-tendent un État, une république digne de ce nom. Mesdames et messieurs, souvenez-vous que lorsque Paul Biya arrive au pouvoir, d'abord vous savez très bien que Paul Biya n'a jamais été, c'est-à-dire qu'il était la dernière personne à qui Ahidjo aurait dû confier le pouvoir. Parce que Paul Biya est réputé pour être un incompétent notoire, un paresseux. Et ce n'est pas moi qui le dis, puisque quand Paul Biya travaillait au ministère de l'Éducation nationale, à l'époque c'était Ete Kimboumwa qui était ministre de l'Éducation nationale. Il l'avait mentionné quand il fallait noter tous les cadres de ce ministère-là. Il avait dit de Paul Biya que ce dernier est inapte à gouverner les hommes. Ça, c'est quelque chose qui est connu au Cameroun. Mais là, c'est-à-dire que le plus gros défaut d'Amadou Ahidjo en quittant le pouvoir, c'était la plus grosse erreur, je veux dire, d'Amadou Ahidjo quand il quitte le pouvoir,
c'est de confier ce dernier à Paul Biya. Et lui-même, il va s'en rendre compte seulement quelques mois plus tard, puisque la toute première victime de la gouvernance Biya, ce sera Amadou Ahidjo lui-même. Puisque Paul Biya et toute sa clientèle et Kambeti qui l'ont entouré vont estimer que non, Ahidjo est en train de comploter avec ses frères du Nord pour reprendre le pouvoir. Et c'est ainsi que Amadou Ahidjo va être victime d'un procès au tribunal militaire et tout. Il sera même condamné à mort, même si après la condamnation va être commue à la peine à vie, etc., etc., etc. Et puis après, Amadou Ahidjo va être complètement mis à l'étroit par l'État du Cameroun, qui prenait quand même soin de lui, qui prenait soin de sa femme, qui prenait soin de ses enfants. Après le coup d'État manqué du 6 avril 1984, Ahidjo va être complètement mis à l'étroit. Et même quand Ahidjo meurt, il va mourir dans l'indifférence totale. Et jusqu'aujourd'hui, Paul Biya n'a jamais voulu que la dépouille d'Amadou Ahidjo rentre au Cameroun pour que ce dernier ait droit à des obsèques officielles. C'est dit ici, l'élite pouvoiriste et Kambeti qui a hérité les reines de l'État, les reines du pouvoir d'Amadou Ahidjo est en train de se battre corps et âme depuis le 6 novembre 1982 pour confisquer le pouvoir ad vitam aeternam, parce qu'ils se disent que non, ils sont de la race des seigneurs, de la race des nés pour gouverner, les Essingans et tout ça. Alors ils ont confisqué les rênes de l'État, ce qui fait que toutes les sociétés que Amadou Ahidjo a laissées, Paul Biya et tous ses potes-là, ses frères du village-là, ont tout pillé. La société camerounaise de banque, et le FOGAP, les ONCPB, le CAMCHIP, et ceci et cela. C'est-à-dire que c'est comme si quand Ahidjo a quitté le pouvoir en 82, en novembre, ils ont seulement dit ça y est. Toutes les sociétés qui faisaient partie du fleuron économique du pouvoir, qui faisaient la fierté du Cameroun au temps d'Ahidjo. Allez, ils ont bondi dessus et ils ont pillé toutes ces sociétés. Et Messi, qui était directeur général de la Société camerounaise de banque, ne me démentira pas. Lui qui, en 1992, dans une interview qu'il accorde à Jeune Afrique, a déclaré que Paul Biya avait créé 2 comptes au nom de Azengono Jérémy et Mva Albert Chirel à la Société camerounaise de banque. Et à partir de ces 2 comptes-là, 2 comptes fictifs, Paul Biya et sa femme de l'époque-là, Jeanne-Irène Biya, venaient, et toutes les élites du Sud, là, les boulous inutiles, là. Parce que je ne suis pas là pour stigmatiser les petits, puisque moi-même, je suis un neveu de petit. Ma mère est petite. Alors les élites boulous, les Belinga et Boutou, les Mevam et Boutou, les Asweyman, le général et tout ça là, c'est là-bas où ils partaient puiser de l'argent pour construire des châteaux de 1001 nuits et tout. C'est là-bas où Paul Biya a pris de l'argent pour construire la ferme du Sud qui est en Vomekala et le palais de Mvomeka. Et ceci et cela. C'est là-bas, à la Société camerounaise de banque. C'est-à-dire que comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, tous ces gens-là qui se disent Ekam, qui se disent les Betty, les machins, les Essingans et autres là, ils sont arrivés au pouvoir, ils n'avaient aucun plan, aucune vision pour le Cameroun. Leur objectif, c'était de piller, c'était de s'enrichir à tout prix et à tous les prix. Et tous ceux qui se mettent en travers de leur ambition d'amasser le maximum de richesses possible, ils zigouillent. En 1984, quand le mouvement Jose, c'est-à-dire que les putschistes ont tenté de reprendre le pouvoir par la force, parce qu'ils voyaient déjà à
C'est-à-dire qu'à quel degré vertigineux ces élites et camps inutiles-là étaient en train de s'enrichir. Ils ont dit, mais c'est pas possible, si nous laissons faire ça, vraiment ce Cameroun-là, il ne ressemblera à rien dans les années qui arrivent. Ils ont tenté de reprendre le pouvoir par la force le 6 avril 1984. Ils ont été matés. Bon, ça c'est une version, même si l'autre version, d'après une autre version, le putsch manqué du 6 avril 1984, c'était en réalité une histoire montée de toutes pièces par Paul Biya et toute sa coterie régionalo-tribale pour engager une purge contre tous les fidèles d'Amadou Ahidjo qui gardaient encore l'essentiel de l'appareil de l'État et qui étaient pour la plupart originaires du Grand Nord. Donc Paul Biya a engagé, sous le prétexte du putsch manqué du 6 avril 1984, une purge systématique des élites du Grand Nord en 1984, parce qu'il fallait installer sa clientèle constituée en grande majorité des élites petits, des élites inutiles, je précise, pour qu'ils puissent s'enrichir, pour qu'ils puissent piller le Cameroun, pour qu'ils s'enrichissent à outrance, etc., etc. Donc, ils ont commencé par nettoyer toute la garde républicaine en organisant un procès. Parce que, remarquez très bien, le putsch a lieu le 6 avril 1984. Et le 13 mai 1984, les décisions de condamnation tombent au tribunal militaire de Yaoundé. L'enquête préliminaire a eu lieu quand? L'instruction judiciaire a eu lieu quand? Quel est ce procès qui dure un mois? Quel est ce procès qui dure un mois? À l'issue duquel les condamnations commencent à tomber et on conduit les gens au poteau où on les fusille et on les jette dans les fosses communes en Balmayo et en Fou. C'était une centaine, les hommes en tenue, les militaires, les gendarmes, les policiers et autres qu'on attrapait juste parce qu'ils avaient le faciès des nordistes, des Manguida, comme on dit. On te prenait, on te jetait dans une fosse commune, on te fusillait et on te jetait dans une fosse commune en Balmayo ou en Fou. Donc Balmayo et Mfou, c'est des localités situées à des dizaines de kilomètres de Yaoundé, vers le sud du pays. Alors parmi ceux qui ont échappé à cette parodie de justice se trouve Guérandi. Guérandi Mbara, je vous en avais parlé dans une vidéo il y a quelques mois, que Guérandi Mbara était dans le mouvement JOS, c'est-à-dire que les jeunes officiers et sous-officiers là, qui s'étaient organisés déjà avant même l'arrivée de Paul Biya au pouvoir, parce qu'ils avaient déjà créé des cellules secrètes au sein de l'armée camerounaise sous Ahidjo. Alors Guérandi Mbara faisait donc partie de ce mouvement-là. Il était membre de ce mouvement JOS-là. Dans une interview qu'il a accordée en 2009 à Venant Bois de la web radio Cameroun Voice, il avait déclaré qu'il y a un groupuscule ethno-fasciste et régionaliste qui estime que leur tour est arrivé et que le tour des nordistes et des bamileke est déjà passé. Il a dit ça, Guérandi Mbara, dans cette interview. Parce qu'il avait déjà vu ce que nous vivons aujourd'hui au Cameroun, là, c'est-à-dire qu'un groupuscule un groupuscule ethno-fasciste qui se dit des écans, des petits, estime que le pouvoir leur appartient, alors ils veulent confisquer l'appareil de l'État ad vitam aeternam. Guérandi Mbara avait déjà vu ça venir depuis longtemps. Et c'est pour ça que le régime de Biya a tout fait pour avoir sa tête. Et en 2013, ils ont mis la DGRE à ses trousses. Ils ont réussi à le piéger à travers Georges Stackman, un marchand d'armes français, et un colonel portugais. Ils ont réussi à ouvrir un piège qui s'est refermé sur lui. Et aujourd'hui, depuis 2013 jusqu'à ce jour, on ne sait pas où il se trouve. Donc, Guérandi Mbara et les gars du mouvement JOS là, qui avaient tenté de reprendre le pouvoir par un coup d'État, avaient déjà vu venir
les ajustements de ce clan villageois, parce que moi je les appelle des villageois. Tous ces élites petits-là, hein, du centre et du sud, là, qui sont au pouvoir au Cameroun, là, qui disent que le pouvoir leur appartient, là. Moi, je les appelle des villageois parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'une république, les valeurs républicaines, ils n'en savent que dalle. Voilà pourquoi moi, je les appelle des broussards, des villageois. Ils disent qu'ils veulent confisquer le pouvoir par tous les moyens. Bon, après avoir éliminé politiquement Ahidjo, après l'avoir isolé complètement, et Ahidjo est mort dans l'indifférence totale. Et je vais vous raconter comment ces gens-là, ces broussards-là, qui sont au Cameroun, là, au pouvoir, au Cameroun, là, ont géré la nouvelle du décès d'Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo est mort le 30 novembre 1989. Quand la nouvelle tombe, à l'époque, l'ambassadeur du Cameroun au Sénégal, parce que Ahidjo est mort au Sénégal, d'ailleurs sa tombe se trouve au cimetière de Yoff, à Dakar, au Sénégal, et sa femme y vit, l'ex-première dame, Germaine Ahidjo. Quand la nouvelle tombe donc, je crois que c'est la présidence du Sénégal qui appelle l'ambassade du Cameroun au Sénégal. À l'époque, c'était Jérôme Mundouga, celui qui est mort en prison en 2014, là, qui était ambassadeur des États-Unis, là, au moment où Biya le fait arrêter pour les histoires de Albatros et tout ça. La présidence du Sénégal appelle donc Mundouga pour dire que, mais comment comptez-vous vous organiser par rapport suite au décès de l'ex-président Amadou Ahidjo? Vous savez la réponse que Jérôme Mundouga a donnée à ceux hauts responsables de la présidence du Sénégal. On n'a pas le temps de s'occuper des fantômes. Écoutez la réponse. On n'a pas le temps de s'occuper des fantômes. Ça veut dire que cette élite inutile-là, avec à sa tête Paul Biya, c'est-à-dire que je ne sais pas si un être humain peut atteindre un tel degré de bestialité au point de nourrir de la rancœur vis-à-vis d'un mort. Et non seulement ils sont rancuniers vis-à-vis de quelqu'un qui est mort, mais ils font tout pour abandonner son épouse, Germaine Ahidjo, dans le dénuement total. Ils ont retiré les passeports. Même sa pension d'ex-première dame, elle ne peut pas toucher. Sa pension de retraité sage-femme, elle ne peut pas toucher. Si elle survit, c'est grâce à l'État sénégalais qui lui verse quelque chose chaque fin du mois. Et le pouvoir de Yaoundé l'a complètement abandonné. Un pouvoir essentiellement petit et calme. Ils sont là, ils se disent écan. Mais regardez ce qu'ils font, regardez les bêtises qu'ils font. Regardez. Tous les fidèles d'Ahidjo, ils ont liquidé, ils ont jeté dans les fosses et chez eux-mêmes, en fou, Mbalmayo. Des localités qui sont même incapables de développer. Après 1984, nous tombons maintenant dans les années 1990. Vous savez qu'en 1990, c'était une période assez chaude, des revendications démocratiques et tout. Et là, l'élite Ekambeti au pouvoir se sentait menacée. Qu'est-ce qu'il faut faire? En face, il y avait Ni John Frunzi, puis il y avait le vent en poupe et tout, qui était très aimé, très adulé, qui soulevait les foules, etc. Et à l'université de Yaoundé à l'époque, il y a un mouvement qui est né et qu'on a appelé le Parlement estudiantin. Le Parlement estudiantin. Et les revendications du Parlement estudiantin n'étaient plus seulement liées aux problèmes des étudiants. Les revendications étaient devenues purement politiques. Qu'est-ce que l'élite Ekambeti au pouvoir a fait? L'élite Ekambeti a créé des milices au sein de l'université de Yaoundé. Les Nkulunam, les cafés,
les Singan, oh ceci, cela. Et cette élite-là donnait des machettes, des fusils de chasse, etc. pour traquer les membres du Parlement estudiantin. Et à l'intérieur de ce mouvement-là, le mouvement Parlement, se trouvait un certain les Corentin Tala, celui qui est du CCD là, comment il s'appelle encore, là, j'oublie son nom, Wanto, Général Wanto, qui est en France aujourd'hui. Général Wanto, il était à l'époque membre du mouvement estudiantin. Alors le régime d'Ebiya a lancé une fatwa contre ce mouvement en créé des milices terroristes, les Nkulnam, les cafés et autres, pour combattre le Parlement estudiantin, parce qu'ils estimaient que non, c'est un mouvement à caractère bamileke, hein, qui veut nous ravir le pouvoir et tout et tout. Alors il faut créer un mouvement qui n'est constitué qui est constitué pour la plupart des nôtres, des petits. Là-dedans, dans ces mouvements terroristes-là, dans ces milices-là, on trouvait des gens tels que les mandats fils, tels que même Charles Ateba Yéné aussi était dedans. Hein? Oui. C'est vrai, on peut, même si à un moment donné, il a pris conscience, Charles Ateba Yéné a pris conscience d'avoir été floué par ses frères et Kambeti. Bon, du moins quelques années avant sa mort, il a pu. Mais au début des années 90, Ateba Yéné était membre de ces milices-là. C'est-à-dire qu'il jouait le rôle d'indique. J'ai rien contre sa mémoire, ce n'est pas pour blesser sa mémoire, mais c'est pour rappeler un certain nombre de faits. Alors, en 1990, donc, après avoir... C'est-à-dire que c'est juste pour vous expliquer à quel point cette élite inutile petit qui est au pouvoir au Cameroun depuis le 6 novembre 1982, c'était pour vous expliquer à quel point ces gens-là sont prêts à l'impossible pour se maintenir au pouvoir. Bon, après avoir su braver les revendications démocratiques de 90, en 2005, 2004, 2005, le régime de Biya, l'élite et Kambeti au pouvoir, fait face à une autre revendication estudiantine portée par l'Association de défense des droits des étudiants du Cameroun, l'ADEC, qui existe encore jusqu'à aujourd'hui, mais qui a l'air un tout petit peu affaibli parce que les services de renseignement, les services secrets camerounais ont réussi à l'infiltrer, à y extirper certains membres, etc. Bon, je vais vous expliquer cela tout à l'heure. En 2004, donc, fin 2004, début 2005, l'ADEC lance un mouvement de revendication estudiantine qui décriait, c'est-à-dire que l'ADEC à l'époque décriait les conditions assez catastrophiques dans lesquelles les étudiants prenaient les cours. À l'époque, c'était, je crois, 5 ou 6 universités d'État. Dans les 6 universités de l'État de l'époque, l'ADEC lance le mouvement au niveau de Yaoundé. Et qu'est-ce que le pouvoir de Yaoundé fait? Un certain Jean Messi qui était à l'époque vice-recteur de l'université de Yaoundé 2 au début des années 90, je crois en 92 ou 93, quelque chose comme ça. Jean Messi contacte Jacques Famendongo. Parce que c'est Jean Messi qui, à l'époque, au début des années 90, avait créé le café, qui doit signifier c'est quoi de la forêt équatoriale, quelque chose de ce genre. Alors Jean Messi écrit donc à Jacques Famendongo, parce que Jacques Famendongo est ministre de l'enseignement supérieur depuis le 8 décembre 2004. Dans la lettre, il dit à Jacques Famendongo que je vais t'envoyer celui qui était mon secrétaire particulier, un certain Atana Jacques. Je vais te l'envoyer et ensemble, vous allez créer un mouvement
au sein, c'est-à-dire que pour casser la DEC, vous allez créer un mouvement constitué de jeunes étudiants petits qui vont se réunir et créer un mouvement concurrent à celui de la DEC. Et c'est ainsi donc que le PRODEF est né. Là-dedans, vous trouvez essentiellement des étudiants petits. C'est-à-dire que, suivant les conseils de Jean Messi, Jacques Famendongo, accompagné de l'ex-secrétaire particulier de Jean Messi qui s'appelle Atangna Jacques, ils ont créé. Vous voyez tout cela, vous voyez Jean Messi, vous voyez Jacques Famendongo, vous voyez Atangna Jacques, tout cela, voilà donc ces élites petits inutiles là. Tout ce qu'ils passent leur temps à faire, c'est de tout faire pour confisquer le pouvoir par tous les moyens. Ils ont donc créé le PRODEF pour casser la DEC. Et c'est ainsi donc que les gars ont réussi à faire face aux revendications estudiantines qui, à l'époque, étaient portées par la DEC. Parce qu'ils estimaient que les anciens membres du Parlement, les Ténésop, les Corentin Tala, les comment ils s'appellent, Wanto, etc. Ce sont eux qui tiraient les revendications de la DEC dans l'ombre, dans le but de déstabiliser le régime de Paul Biya. Alors il fallait créer un mouvement comme le PRODEF pour casser la dynamique unitaire au sein de la DEC. Bon, maintenant, après avoir fait face à un autre mouvement de revendication au sein des universités d'État, que cette élite petite inutile considérait comme étant une menace pour leur pouvoir éternel, pour leur pouvoir ad vitam aeternam. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lancer l'opération Épervier. Croyez-moi, mesdames et messieurs, l'opération Épervier, ou alors l'opération de soi-disant, de prétendu, enfin, comment je vais dire ça? Une opération qui a été présentée aux Camerounais comme étant de lutte contre les prévaricateurs de la fortune publique. Mais en dessous des tables, c'était un instrument d'épuration, un instrument de purge au sein du régime, de purge vis-à-vis de ceux qui, au sein de ce régime-là, faisaient quand même preuve d'une certaine compétence, d'une certaine aura, d'un certain dévouement vis-à-vis de la population, des populations camerounaises. Alors le pouvoir Biya, comme Biya n'aime pas les personnes qui sont brillantes, qui sont compétentes, parce qu'il se disait que non, peut-être que de là pourra sortir quelqu'un qui va lui ravir le pouvoir dans les années à venir. Il faut donc créer l'opération Épervier. Nous sommes en 2004, comme ça, 2005. Et vous savez que en 2004, Paul Biya venait de gagner les élections présidentielles d'octobre 2004. Et de 2004 à 2011, c'était son dernier mandat, du moins d'après la constitution de l'époque, les dispositions constitutionnelles de l'époque. Alors, voyant donc qu'il est en train de négocier son dernier mandat, et étant donné, compte tenu de ce que Biya avait pour ambition de modifier, c'est-à-dire de tripatouiller la constitution pour s'éterniser au pouvoir, et au sein du sérail camerounais, beaucoup étaient convaincus que Biya est en train de partir et que déjà, il faudrait qu'on puisse se positionner pour l'après-Biya. C'est donc dans ces circonstances, dans ce contexte-là, que Paul Biya et quelques membres de sa petite famille, Betty Boulou et autres, lancent donc l'opération Épervier. Et c'est grâce aux services de renseignement, les services secrets camerounais, qui ont monté, c'est-à-dire que ce plan opération Épervier éliminait tous les ministres, les directeurs généraux et autres qui dégagent un certain charisme, qui dégagent quand même une certaine compétence, qui
qui ont une compétence avérée et tout, et qui se montrent un peu proches de la population locale. C'est-à-dire que des populations de leur contrée d'origine. Alors il faut les abattre sous le prétexte de vouloir créer le G11, etc., etc. C'est ainsi donc que l'opération Épervier est lancée. Et remarquez que la plupart des victimes de l'opération Épervier, ce sont les petits. La plupart, au Ndondon, les toutes premières victimes, Emmanuel Girard au Ndondon, ex-directeur général du FECOM, un petit. Edou, Joseph, ex-directeur général du Crédit Foncier du Cameroun, un petit. Gilles Roger Belinga, ex-directeur général de Société Immobilière du Cameroun, un petit. Abba Polycarpe, ancien directeur des impôts, un petit. Olang Nawano, ancien ministre de la Santé, un petit. Jean-Marie Atambala, ancien secrétaire général à la présidence de la République, un petit. La plupart des Ndiniéfa, je vais citer jusqu'où. Des hommes, t'as dit que forts en thème, des brillants. Quand vous prenez un monsieur comme Abba Polycarpe, l'ancien directeur des impôts, vous voyez le travail qu'il a abattu. Il a permis au Cameroun de renflouer ses caisses, d'atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Du temps où il a été nommé, du temps où il était ministre de l'économie et des finances. Quand il était directeur des impôts, il a assaini le secteur des impôts. La taxe sur la valeur ajoutée que vous voyez là, et qui permet au Cameroun de respirer parce qu'il courait vers la banqueroute. La TVA que vous voyez là, c'est le génie d'Abba qui a pensé ça. Or, comme Paul Biya n'aime pas les gens n'aime pas les compétents, n'aime pas les hommes brillants, parce que lui-même c'est un incompétent, c'est un paresseux. La preuve, tout le temps qu'il passait, du moins quand il pouvait encore le faire, il passait, c'est-à-dire que tout son temps, il le passait à l'hôtel intercontinental à Genève, en Suisse. C'est là-bas où il dirigeait le Cameroun. Mais depuis que la brigade anti-Sardina l'a chassé de là-bas en juin 2019, il n'y va plus. Maintenant, c'est en Vomeka qu'il passe dans son village au sud, là, qu'il passe tout son temps. Voilà des messieurs comme Abba. C'est-à-dire que si le Cameroun, c'est-à-dire que si l'élite Beti inutile là, était une élite patriote, était une élite vraiment ambitieuse, était une élite qui rêvait d'un Cameroun meilleur, Abba ne serait pas en prison. Abba représenterait le Cameroun au FMI, à la Banque mondiale ou à la BAD. Si c'était Aïdjo qui était au pouvoir, c'est que Abba n'est pas en prison. C'est que Abba représente le Cameroun dans une institution financière internationale. Mais Paul Biya, sa femme Chantal Biya et tous les zézébotes qui sont autour de lui là, comme ils appellent eux-mêmes les zézébotes, les gens sans importance là, qui sont autour de Biya, ont estimé que non, la meilleure récompense pour Abba, c'est la prison. Il y a les Mara familles du Yaya et tout ça là. Des hommes brillants. Biya les prend, allez, il les jette en prison. Voilà donc ce qui se cache derrière l'opération Épervier. À savoir liquider politiquement et même physiquement, parce que l'objectif de l'opération Épervier, c'est de tuer à petit feu tous ces gens. C'est de faire en sorte qu'ils puissent mourir en prison. C'est ça l'objectif de l'opération Épervier, créée par l'élite et Kambeti inutile là, qui ne sert à rien au Cameroun, dont le seul et unique objectif, c'est de piller le Cameroun. Alors après avoir fini de liquider physiquement son entourage à lui, Paul Biya, en 2018, il se présente à l'élection présidentielle, il se porte candidat, pardon, à l'élection présidentielle, et il remporte les élections présidentielles. Mais malheureusement, il doit faire face à un obstacle majeur.
Cet obstacle-là s'appelle Maurice Kamto. Maurice Kamto qui continue à revendiquer sa victoire à l'élection présidentielle de 2018. Et Maurice Kamto représente une menace terrible pour ces élites pouvoiristes et cambetiles. Pourquoi Maurice Kamto représente une menace assez sérieuse pour cette élite corrompue, voleuse et inutile pour le Cameroun? C'est tout simplement parce que eux-mêmes ils savent que Maurice Kamto, c'est un enseignant de droit, c'est-à-dire que de renommée internationale, qui enseigne le droit dans pas mal d'universités d'Afrique et même dans le monde. Donc ça veut dire que il n'a pas besoin d'un poste ministériel de billard pour vivre. Parce que quand je vois les gens qui passent le temps à dire il était dans le gouvernement de Biya, oh, il est Sardina, machin, vous pensez que le poste de ministre délégué là, que Kamto a occupé du 8 décembre 2004 au 30 novembre 2011, quand il démissionne, vous pensez que ça peut... C'est-à-dire que ce que Kamto gagne, un, en tant qu'enseignant, deux, en tant qu'avocat international, c'est-à-dire que les consultations qu'il fait, c'est-à-dire que dans le domaine du droit international, vaut peut-être 20 fois plus que ce que le poste que Biya lui a donné là pourrait lui rapporter. Donc, Kamto n'a pas besoin d'un poste de Paul Biya pour vivre. Voilà déjà un premier atout de Maurice Kamto. Parce que Paul Biya, pour lui, c'est que ta réussite doit passer par lui. Ton ascension politique doit venir de lui et de personne d'autre. Or, Maurice Kamto, son ascension en politique, malheureusement, ne vient pas de Paul Biya. Et même c'est-à-dire que on va dire quoi, sa prospérité, ou alors son bien-être, voilà le terme que je cherchais, le bien-être, c'est-à-dire que la richesse que Maurice Kamto a ne provient pas de Biya, ça provient de ses consultations dans le domaine du droit. C'est-à-dire que les services qu'il rend à certains États quand il part les défendre à la Cour internationale de justice, ces enseignements qu'il dispense dans les universités africaines à travers l'Afrique. Voilà d'où provient la richesse de Maurice Kamto. Et Paul Biya n'aime pas ça. Pour lui, c'est-à-dire que pour Paul Biya, ta richesse doit venir de lui quand tu veux émerger en politique au Cameroun. Voilà le premier atout de Maurice Kamto. Deuxième atout de Maurice Kamto, c'est qu'il est d'origine bamileke. Et vous savez, les bamileke au Cameroun sont réputés pour recruter l'essentiel des hommes d'affaires au Cameroun. C'est-à-dire que la plupart des richissimes hommes d'affaires camerounais sont des bamileke. Alors l'élite écambétique qui est au pouvoir craint que est-ce que les hommes d'affaires bamileke ne sont pas en train de soutenir Maurice Kamto en coulisses, etc., etc. Ça, c'est le deuxième atout de Maurice Kamto. Le troisième atout de Maurice Kamto, c'est qu'il a un carnet d'adresses très riche à l'international. Il a des soutiens beaucoup plus aux États-Unis parce que la France, moi j'ai toujours soupçonné la France d'être derrière son arrestation et même derrière la résidence surveillée qu'il subit en ce moment à son domicile. Il a un carnet d'adresses très riche, beaucoup plus du côté des États-Unis. Bon, c'est vrai qu'en France, comme il est membre du cabinet Lilas & Partner de Maître Jean-Pierre Mignard en France, là, il peut avoir des entrées au niveau de l'Élysée. Mais c'est-à-dire que les faucons des dirigeants actuels en France ne le portent vraiment pas dans leur cœur. Mais il a des entrées quand même à l'Élysée, Maurice Kamto. Voilà donc ce
ces élites et Kambeti inutiles là craignent en Maurice Kamto. Et pour faire face à la bourrasque que dégage Maurice Kamto à travers ses militants, le MRC, etc., parce que le MRC, quand même, en tant que parti d'opposition, est le seul qui, en ce moment, est assez représenté à travers le Cameroun. Dans toutes les provinces, les régions du Cameroun, vous trouvez au moins une fédération du MRC. Et c'est ça que le régime de Biya est en train de craindre. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez des ovnis là, c'est-à-dire que ces élites inutiles et Kambeti ont monté quelques cyberactivistes là, la plupart sont même en France. Ils sont en France, partout. D'autres sont même au Cameroun. Toute l'activité de ces activistes, tout ce que ces activistes passent le temps à faire sur les réseaux sociaux, tout ce que ces activistes-là font sur les réseaux sociaux, c'est d'entretenir la haine anti-Bamileke. C'est de dire que oui, les Bamileke, oh ceci, ils sont sales, oh les Mengochum, oh ceci, cela. Quand vous les suivez, je ne vais pas citer les noms ici, là. Vous les connaissez parfaitement et vous savez très bien de qui je parle. Quand vous suivez les directs sur Facebook, tout ce que ces activistes passent le temps à faire, tout ce que ces activistes-là passent le temps à faire, c'est d'inciter à la haine de l'homme Bamileke. Pourquoi? Parce que Maurice Kamto est Bamileke. Oh, vraiment, les porcs là qui rentrent chez eux à Baham. Ah, ceci, ils sont sales. Ah, machin. Eh, les mengochum. Oh, ceci. Oh, machin. Chaque jour qui passe, chaque jour, vous les suivez. Et ça, c'est le pouvoir Biya qui tire ça dans l'ombre. Et à chaque fois, ils disent, oh, quittez le terre, oh, les écans, oh, ceci, oh, machin, les deux hommes là, oh, machin, bobo. C'est ça leur activité au quotidien. Et ils sont payés pour ça, par le cabinet civil de la présidence de la République. Ils sont payés pour ça. Ils sont payés pour ça. Et maintenant, alors, comme ils se rendent compte que Biya, à 87 ans, 88 ans, on ne rêve plus beaucoup. Et à tout moment, on peut apprendre que voilà, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut préparer l'après-Biya. Et comment préparer l'après-Biya? Ils ont déjà ces élites petits inutiles là. Ces élites et Kambeti qui sont au pouvoir au Cameroun là, à la présidence de la République, au ministère de la Défense. Dans les ministères là. C'est-à-dire ces élites petits qui contrôlent l'essentiel du pouvoir. Elles sont partout. Dans la magistrature, au sein des renseignements, au sein des services secrets, dans la police, dans la gendarmerie, dans l'armée, à la présidence de la République, au ministère des Finances, au ministère des Relations extérieures, dans les ambassades, alors n'en parlons plus. Toutes ces élites, c'est-à-dire que tout ce groupuscule et Kambeti inutile a donc prévu que après Biya, s'il leur arrive de perdre le pouvoir, ils vont le reprendre par la force. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. S'il leur arrive de perdre le pouvoir, ils vont le reprendre par la force. Et à défaut de le reprendre par la force, ils vont déclarer un État écam. C'est-à-dire qu'ils vont proclamer la sécession de l'État écam. C'est-à-dire que l'État écam sera constitué des régions actuelles du centre, du sud et de l'est. Je vais vous faire écouter les propos d'un activiste, un ancien commissaire de police, qui est mon oncle à moi. Je suis très peiné de passer un tel élément, mais c'est mon oncle à moi. Et j'ai été très choqué d'entendre ces propos. Et c'est des propos qui ne sont pas à prendre à la légère. Et ces propos renferment le plan diabolique de cette élite petit inutile. Après Biya, je vais vous inviter, mesdames et messieurs, à écouter les déclarations de Christophe Junior Zogo dans un des directs sur sa page. Et dans cette déclaration, il décline le plan secret de l'élite
Betty Ekan, inutile, qui est au pouvoir au Cameroun, après Biya. Mesdames et messieurs, je vais vous inviter à écouter attentivement les propos de monsieur Christophe Junior Zogo. Écoutez bien. Ok, j'espère que vous avez écouté, j'espère que vous avez suivi très attentivement ce que Christophe Junior Zogo, qui est un oncle maternel à moi, Christophe Junior Zogo a déclaré dans la vidéo que je viens de jouer. Il dit ceci, il dit que si, première chose, il dit que si les Américains favorisent l'indépendance du Southern Cameroun, ce qui est appelé aujourd'hui les régions du nord-ouest et du sud-ouest anglophones. Parce qu'ils menacent, parce que c'est comme un chantage des élites et Kambeti au pouvoir, dont il se fait le porte-voix. C'est comme un chantage qu'il est en train de faire. Aux anglophones, au peuple anglophone du Cameroun. Il leur dit, écoutez, si vos amis américains là, vous aident à obtenir votre indépendance, l'indépendance du Southern Cameroun, si un Bamileke, écoutez bien, si un Bamileke monte au pouvoir, deuxième condition. Troisième condition, si un nom Beti ou un nom Bamileke, ça peut être un Bassar, ça peut être un Sawa, ça peut même être un nordiste,
arrive au pouvoir et qui veut lancer l'extermination, une opération de purge des Ekambeti, exactement ce qu'ils ont fait aux nordistes en 1984, parce que c'est ce qu'ils craignent, eh bien, soit ils vont déclarer, proclamer la naissance d'un État Ekambeti, soit ils vont militer pour un État fédéré Ekan. Je crois que les propos de Christophe Junior Zogo, un ancien commissaire de police qui est en France et qui, à une certaine époque, était contre cette élite Ekambeti inutile qui est au pouvoir au Cameroun là. Je pense que ces propos sont suffisamment clairs. Et moi, c'est-à-dire que moi, je ne comprends pas. Les Camerounais, vous ne cesserez jamais de me surprendre. Vous êtes là, des choses pareilles se disent, et vous prenez ça à la légère. Ne prenez pas ce que mon tonton s'y dit à la légère. Quand il parle, il ne parle pas pour lui-même. Il parle au nom du groupuscule, c'est-à-dire que du lobby Ekambeti qui tient les rênes du pouvoir au Cameroun. C'est à son nom qu'il est en train de parler. Quand il dit que non, aussi les anglophones, parce qu'ils savent que tout l'argent qu'ils ont volé là, depuis 38 ans, ces élites Ekambeti inutiles là, tout l'argent qu'ils ont volé provient de là-bas. 60% de l'économie du Cameroun provient de là-bas. Le pétrole, l'argent du pétrole que Biya a confisqué là, avec sa femme Chantal Biya, ses enfants Brenda Junior, les jumeaux de Chantal Biya, et les Mvonda-Sam, les Bonivan et tout ça là. C'est-à-dire que cette petite famille-là a confisqué l'argent du pétrole camerounais. Et ce pétrole-là gît où? En zone anglophone. Parce qu'ils se disent que si l'Ambazonie, l'indépendance de l'Ambazonie est proclamée, ils vont perdre beaucoup d'avantages, ces élites inutiles et là. Voilà pourquoi ils font dire à Junior Zogo que ils amènent Junior Zogo à menacer les anglophones que si votre Ambazonie là est proclamée, nous aussi, on va proclamer l'indépendance du territoire Ekan. Et vous pensez qu'ils n'ont pas les moyens de le faire? Ils en ont suffisamment. Vous pensez que les grands projets structurants là, qu'ils ont lancés chez eux-mêmes en territoire Ekan là dans le sud, et les barrages de Memvele, et les Lompanga, et les Mekin, et les ceci et les cela, vous pensez que c'était quoi? C'était un prétexte pour détourner de l'argent, amasser un trésor de guerre, pour acheter les armes et stocker quelque part, de manière à ce qu'au cas où il venait à perdre le pouvoir, il le reprendrait par la force. Et à défaut de le reprendre par la force, ils vont commencer à utiliser le chantage, proclamer les États Ekan, proclamer les États fédérés Ekan, etc., etc., avec l'argent qu'ils ont amassé, sous le prétexte des grands projets structurants. La preuve, combien de ces grands projets structurants-là ont été inaugurés par l'IA? Combien fonctionnent tous les barrages là qu'ils ont lancés, les projets là et tout ça? Quel est le projet structurant, entre guillemets, qui fonctionne? Parce que c'était un prétexte justement pour amasser un trésor de guerre. La preuve, qui est le ministre des Finances? Ce n'est pas Motazé. Motazé, ce n'est pas leur type. Ils ne l'ont pas placé là-bas pour rien, parce qu'il faut se constituer un trésor de guerre, afin de pouvoir mettre en application tout ce que Zogo est en train d'annoncer là, en termes d'État fédéré Ekan, en termes d'État Ekan, qui aurait fait sécession de la République du Cameroun. Voilà donc, madame. Et je tiens à vous rappeler que Christophe Zogo, il était opposé à ce projet. Il y a 3 mois, si vous suivez, si vous fouillez bien dans YouTube, vous allez trouver une vidéo où il est assis dans son véhicule. Il s'oppose à ce projet de fédération Ekan, où il dit à ses frères Ekan que vraiment Aïdjo vous a confié le pouvoir. Pensez aussi à confier le pouvoir à quelqu'un d'autre. Mais s'il revient aujourd'hui pour dire exactement le contraire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est fait taper sur les doigts. Ça veut dire qu'on lui a fait savoir que, écoute, monsieur, attention. Donc c'est pour vous dire que quand il parle comme ça, il ne parle pas à son nom propre. Il ne parle pas à son nom propre. Il parle au nom d'Eba Nglengongo,
les Chantal Biya, bref, tous ces gens-là qui ont créé un groupuscule là, ethno-fasciste là, et Kambeti là, et qui disent que non, ils sont des seigneurs, des Ati, des petits. Ils sont nés pour gouverner, ils sont des seigneurs. Et leur idéologue attitré, c'est les Onangini, comme ça là. Comment il s'appelle? Celui qui est souvent tous les dimanches à Vision 4 là, les Dieudonné et Sumba et tout ça. Voilà leurs idéologues là-bas. Je ne suis pas pour stigmatiser mes oncles petits. Non, moi, j'ai du sang petit qui coule dans mes veines. Ma mère est petite. Je suis là juste pour dire à mes oncles que, pardon, ce que vous êtes en train de vouloir préparer là, j'espère que vous allez tenir le coup. J'espère que vous allez tenir le coup. Comme vous dites là que vous voulez proclamer un État fédéré écan, ou alors vous voulez proclamer un État écan, juste parce que quelqu'un d'autre vous aurait ravi le pouvoir, etc. J'espère que vous êtes préparés en conséquence. Parce que ce que vous êtes en train de subir en zone anglophone, là, vous envoyez des soldats villageois là-bas pour violer les femmes, pour violer les jeunes filles, pour massacrer des jeunes garçons là-bas. Vous voyez ce que vos militaires sont en train de subir, non? Les militaires que vous, ces écambettis inutiles là, les élites écambes là, vous envoyez là-bas. Vous voyez ce qu'ils subissent, non? Vous voyez ce que Phil Marshall leur montre là-bas, non? Si vous voulez subir encore un autre revers, maintenez ce projet que vous avez de d'épaissir le Cameroun juste parce que vous aurez perdu le pouvoir, juste parce que vous aurez perdu votre mamelle nourricière en zone anglophone. Il faut maintenir ça. Et j'invite les Camerounais, mes compatriotes, à ouvrir les yeux. Vous dormez un peu trop. Moi, je suis surpris, par exemple, que tous les journalistes qu'il y a au Cameroun là, comment un journaliste camerounais ne peut pas s'emparer d'une vidéo comme celle de mon oncle Junior Zogo et sensibiliser les Camerounais sur le danger qui plane sur le vivre ensemble au Cameroun, sur la nation camerounaise. Tous ces journalistes, à quoi vous servez même finalement? Vous servez à quoi? Juste parce que vous ne voulez pas qu'on vous accuse d'être pour X ou pour Y. Vous voulez être neutre. Quelle neutralité quand vous avez en face de vous une situation pareille? De quelle neutralité parlez-vous? Chers compatriotes, ouvrez les yeux. J'espère qu'à travers cette vidéo que je viens de jouer, vous êtes déjà informés de ce qui se prépare. Et voilà qu'ils sont déjà en train de vouloir positionner le Golden Boy, le voyou, le narcotrafiquant qu'on appelle Frank Biya. Un type comme ça là, on ne sait pas quel diplôme il a et tout ça là. Et ils veulent le positionner là, à la place de son père. Quelqu'un qui passe son temps à détruire les forêts camerounaises. On dit qu'il fait dans les affaires. Quelles affaires? Quel est son chiffre d'affaires annuel? Quelles sont ses sociétés? Quelqu'un qui a détourné des centaines de milliards à travers les obligations de trésor à coupon zéro, grâce à ses oncles tels que les Motazé, Louis-Paul Motazé, l'Enkoto Emane, l'autre là, celui qui est vice-gouverneur de la Banque centrale là, et Voumekou. Il a détourné de l'argent des centaines de milliards. Et on dit qu'il est un homme d'affaires. Et c'est lui qui veut remplacer son père. Un voyou comme ça qu'on appelle Frank Biya. Donc je suis en train de tirer la sonnette d'alarme sur ce qu'ils sont en train de préparer, sur ce que ces inutiles-là, ces élites écambettis-là, incompétentes, jouisseuses, est en train de préparer contre le Cameroun, contre les Camerounais. J'ai voulu faire cette vidéo pour vous prévenir de ce qui va arriver. Mais si vous continuez, vous Camerounais, là, comme vous êtes bizarres, là, vous négligez tout. Continuez à rester les bras croisés. Quand ce que Christophe Junior Zogo, les menaces qu'il est en train de faire là, quand ça va être mis à exécution, ne dites pas que vous n'avez pas été prévenu. Ne le dites surtout pas. Et ne pensez pas que quand il le dit, ils n'ont pas les moyens de leur politique. Hein? Ils ont amassé suffisamment d'argent, monsieur. Des milliers de milliards à travers leurs histoires de grands projets là, dont on ne voit jamais l'aboutissement là. C'était un prétexte pour amasser de l'argent
et pouvoir mettre en place leurs ambitions de confisquer le pouvoir ad vitam aeternam. Ils ont tout confisqué, les NAM ils ont confisqué, la police ils ont confisqué, la gendarmerie ils ont confisqué, l'armée ils ont confisqué, les renseignements ils ont confisqué, les services secrets c'est eux. Dans les ambassades du Cameroun, surtout en Occident, c'est eux qu'on retrouve là-bas. Les fonds publics, même, c'est-à-dire que l'argent de l'État, les caisses publiques, les impôts des Camerounais, la douane, ils sont partout. Partout où, dans toutes les sociétés qui brassent de l'argent, ils sont là. Ces élites inutiles et là. Je ne stigmatise pas les bêtis. Il y a des nobles bêtis. Beaucoup sont en prison. Les Abba Polycarpe, les Olang Nawono, les Atanmebara, les Nguiniefa. Et beaucoup d'autres sont là, c'est-à-dire qu'ils sont là au Cameroun, d'autres sont morts, comme les Charles Ateba et Nibon. Comme je disais, il s'est rendu compte un peu plus tard que voilà, que ces élites petits inutiles là n'étaient pas des personnes auxquelles il fallait rendre un quelconque service. Les Mongo Beti, les Njana Seme, les J. Remingono, ils sont nombreux, ces élites petits. Et il y a même un autre là, que j'admire ces derniers temps, les Fridolin, qui est le philosophe là, l'enseignant de philosophie à l'université de Yaoundé 1 là, que j'admire également. Voilà des nobles, des authentiques petits qui ont ce qu'on appelle l'ati. Pas les zezebots qui sont là, ils emmerdent les gens, ils terrorisent les Camerounais, ils les réduisent au silence, à l'esclavage même. Regardez la zone anglophone, ils ont détruit toute la zone anglophone. Ils ont réduit les anglophones à être des SDF. Ils ont contraint des familles entières à vivre en brousse comme des animaux sauvages. Et c'est eux qui parlent là, alors qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'une république, les valeurs républicaines, ils n'en savent rien. Parce que c'est des villageois. Et c'est comme ça que moi je les appelle des villageois. Ces élites bêtises inutiles là, c'est comme ça que moi je les appelle des villageois, purs et durs. Voilà donc ce que j'avais à vous dire à travers cette séance vidéo. Mesdames et messieurs, partagez cette vidéo au maximum. Partagez cette vidéo. Merci de l'avoir écoutée. Merci de liker la page. Merci de vous abonner à cette page YouTube qui est mienne. La page de Michel Biemton, journaliste web camerounais en exil. Merci d'avoir été nombreux à écouter cette séance vidéo et à la prochaine pour une autre séance. Bonjour ou bonsoir.